Lorsque le prince William et Catherine ont choisi de s'installer à Adelaide Cottage en 2022, cette décision a immédiatement été interprétée comme un changement de style de vie. À première vue, il s'agissait d'un déménagement presque modeste à l'échelle de la monarchie britannique. Une résidence plus petite, moins de personnel, davantage d'intimité et une proximité renforcée avec Windsor. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se trouvait une ambition beaucoup plus profonde. William et Catherine voulaient offrir à leurs 3 enfants, George, Charlotte et Louis, quelque chose qui ressemble autant que possible à une enfance ordinaire, malgré les contraintes exceptionnelles imposées par leur naissance, leur rang et leur avenir au sein de la couronne. Adelaide Cottage représentait précisément cette tentative d'équilibre. Il ne s'agissait pas d'un palais monumental aux longues galeries et aux dizaines de pièces formelles, mais d'un lieu pensé comme une véritable maison familiale. Dans le récit fourni, cette dimension est essentielle. La cuisine devient un espace où Catherine prépare des repas et des gâteaux d'anniversaire. Les chambres sont présentées comme des lieux intimes où les enfants peuvent grandir, loin du protocole, et le jardin comme un territoire de liberté, où la famille peut retrouver une forme de normalité. Cette simplicité n'était donc pas un hasard. Elle constituait, au contraire, une décision réfléchie. Pour William, cette volonté possède également une résonance particulière. Son propre parcours a été marqué par une enfance vécue sous une attention médiatique constante. Très jeune, il a découvert les conséquences d'une existence dans laquelle chaque déplacement, chaque émotion et chaque événement familial peut devenir une information publique. Devenu père, il semble avoir cherché à construire un cadre différent pour ses enfants, une protection plus ferme de leur vie privée, des habitudes familiales plus stables et surtout la possibilité de ne pas grandir uniquement comme des figures institutionnelles. C'est ce qui rend l'événement raconté dans le document particulièrement puissant sur le plan narratif. Le danger ne serait pas apparu aux grilles de la propriété, ni dans les jardins, ni sous la forme d'un individu tentant d'escalader une clôture. Selon le texte, la menace aurait été découverte directement sous la maison elle-même. Tout aurait commencé par une inspection structurelle ordinaire. Aucun signal d'alerte particulier, aucune menace identifiée en amont, aucun incident spectaculaire. Des ingénieurs seraient simplement intervenus pour examiner les fondations d'un bâtiment ancien, comme cela peut régulièrement se produire dans les propriétés historiques britanniques. Pourtant, quelques minutes après le début de cette inspection, ils auraient découvert l'existence d'un réseau de passages souterrains, inconnu des services chargés de surveiller la résidence. Le récit affirme que certaines parties de ces galeries pourraient remonter à plusieurs siècles. Cette seule découverte aurait déjà constitué un problème important pour les responsables de la sécurité. Une ancienne résidence comportant des passages absents des plans officiels représente potentiellement une faille structurelle et opérationnelle. Mais le document ajoute un élément bien plus inquiétant. Ces tunnels n'auraient pas seulement été abandonnés depuis des générations. Des traces auraient suggéré une utilisation récente. Des outils encore en bon état, des bouteilles d'eau récentes, une chaise pliante, une couverture thermique et plusieurs autres objets auraient été découverts dans les souterrains. Plus préoccupant encore, le texte évoque des photographies contemporaines de la famille de Galles, prises lors de moments ordinaires de leur quotidien. Si ces éléments étaient authentifiés, leur signification serait considérable. Ils suggéreraient qu'un individu n'aurait pas simplement découvert accidentellement
un passage ancien, mais aurait utilisé cet espace pour observer méthodiquement la famille. Cependant, une précaution s'impose. Le document à l'origine de cette histoire fournit un niveau de détail exceptionnel, mais ne cite aucune source officielle permettant de vérifier les affirmations centrales. Aucun communiqué de police, aucun document judiciaire et aucune déclaration publique identifiable ne sont mentionnés. Dans un traitement journalistique rigoureux, il est donc nécessaire de parler d'un récit, d'allégations ou d'un scénario présenté comme réel, plutôt que d'établir automatiquement ces éléments comme des faits confirmés. Cela n'empêche pas d'analyser ce que représenterait une telle faille de sécurité si elle était avérée. La protection d'une famille royale repose en grande partie sur une logique de périmètre. Plus une personne est sensible, plus les dispositifs autour d'elle fonctionnent comme une succession de barrières. Surveillance extérieure, contrôle d'accès, équipe de protection rapprochée, caméras, alarmes, personnel filtré et protocole d'urgence. Toute cette architecture suppose cependant une idée fondamentale. La menace doit franchir une frontière pour atteindre la personne protégée. Dans le scénario décrit, cette logique disparaît. Si un individu peut se déplacer sous une résidence sans passer par une entrée surveillée, il n'est plus simplement question d'une intrusion traditionnelle. La menace contourne les dispositifs construits précisément pour l'empêcher. Symboliquement, c'est encore plus grave. Le lieu qui représentait la protection devient lui-même une source d'incertitude. Le texte décrit ensuite une évacuation nocturne. William et Catherine auraient été réveillés peu avant minuit et informés de la découverte de traces d'activité humaine sous leur maison. La réaction racontée est immédiate. Catherine se serait dirigée vers les chambres de ses enfants avant même que toutes les explications ne soient terminées. William, lui, aurait suivi les consignes des officiers de protection pendant que les véhicules d'évacuation étaient préparés. La scène est construite autour d'un contraste particulièrement efficace. D'un côté, une institution royale, disposant de professionnels entraînés, de procédures d'urgence, de véhicules sécurisés et de personnel capable d'organiser une évacuation en quelques minutes. De l'autre, une mère qui doit réveiller 3 enfants au milieu de la nuit et leur expliquer qu'ils doivent quitter leur maison sans pouvoir leur dire exactement pourquoi. Le récit présente Catherine comme essayant de transformer le départ en une sorte d'aventure nocturne afin de ne pas affoler George, Charlotte et Louis. Mais une question de Charlotte aurait immédiatement percé cette tentative de normalisation. Étaient-ils encore en sécurité chez eux? Cette interrogation est sans doute l'un des éléments les plus importants de toute l'histoire. Pour un adulte, la sécurité peut être mesurée, un accès peut être condamné, un capteur installé, une enquête ouverte, un périmètre renforcé. Pour un enfant, la sécurité est avant tout une sensation. C'est la certitude que la chambre dans laquelle il s'endort restera protégée pendant la nuit. C'est l'idée que la maison constitue une séparation fiable entre le monde extérieur et l'espace familial. Une fois cette certitude fragilisée, aucun dispositif technique ne peut immédiatement la restaurer. Le document insiste également sur une image symbolique. William portant Louis encore à moitié endormi, Catherine accompagnant George et Charlotte vers les véhicules, tandis que des agents de sécurité encerclent la maison. Cette scène résume le paradoxe de leur existence. Ils font partie d'une famille bénéficiant de mesures de protection exceptionnelles, mais ils restent confrontés à une peur profondément universelle, celle de ne pas pouvoir garantir à leurs enfants
que leur propre maison est un endroit sûr. À l'aube, toujours selon le récit, les jardins d'Adelaide Cottage auraient été transformés en zone d'investigation. Des équipes spécialisées auraient examiné les souterrains à l'aide de radars et de dispositifs thermiques. Et c'est à ce moment que l'ampleur de la découverte aurait commencé à apparaître. Les passages ne se seraient pas limités au sous-sol de la résidence. Ils auraient formé un réseau plus vaste, reliant plusieurs zones du domaine de Windsor. Une telle configuration, si elle était confirmée, soulèverait des interrogations majeures. Comment des galeries aussi importantes auraient-elles pu rester absentes des systèmes modernes de surveillance? Pourquoi les inspections précédentes ne les auraient-elles pas identifiées? Et surtout, pendant combien de temps auraient-elles pu être utilisées sans être détectées? C'est précisément à partir de cette question que l'histoire change de dimension. Jusqu'ici, elle pourrait encore être comprise comme une découverte architecturale devenue un problème de sécurité. Mais les objets supposément retrouvés dans les tunnels auraient indiqué quelque chose de beaucoup plus préoccupant. Quelqu'un ne serait pas simplement passé par là. Quelqu'un aurait observé. Quelqu'un aurait attendu. Et selon le récit, cette surveillance aurait pu durer beaucoup plus longtemps que ce que William et Catherine imaginaient encore à ce moment-là. La maison choisie pour protéger leurs enfants venait soudainement de devenir le centre d'une interrogation beaucoup plus grave. Depuis combien de temps leur intimité n'était-elle plus réellement privée? C'est cette question qui ouvre la deuxième partie de l'affaire. Car derrière les murs anciens d'Adelaide Cottage ne se cacherait plus seulement l'histoire oubliée d'un domaine royal, mais la trace d'une présence contemporaine, méthodique et potentiellement obsessionnelle. Et lorsque les enquêteurs auraient commencé à reconstituer cette présence, le chiffre qui serait revenu avec le plus de force aurait été particulièrement difficile à accepter. Près de 2 années. Près de 2 années. C'est ce chiffre qui, dans le récit, transforme définitivement une découverte inquiétante en scénario beaucoup plus grave. 2 années ne correspondent plus à une intrusion ponctuelle, à une curiosité passagère ou à l'exploration accidentelle d'un passage historique. 2 années supposeraient de la patience, de l'organisation, une connaissance approfondie du terrain et surtout une capacité à revenir encore et encore sans attirer l'attention. Selon le document, les enquêteurs auraient progressivement découvert que certains espaces souterrains ne portaient pas seulement les traces d'un passage récent, mais celles d'une véritable installation prolongée. Dans une chambre située directement sous une partie de la résidence, du matériel aurait permis à une personne de rester plusieurs heures sur place. Une chaise, une couverture, des réserves d'eau et plusieurs objets destinés à rendre l'attente supportable. Cette accumulation de détails change la lecture de l'affaire. Un individu qui traverse un tunnel cherche généralement à atteindre une destination. Un individu qui installe une chaise, conserve de l'eau et revient régulièrement cherche autre chose. Il veut rester. Et rester signifie observer. Le texte affirme ainsi que plusieurs photographies auraient été découvertes dans ces espaces. Il ne s'agirait pas de clichés pris au hasard, mais d'images montrant différents moments de la routine familiale. Certains déplacements à travers le domaine, les sorties quotidiennes, les horaires où l'activité semblait diminuer autour de la propriété et même les périodes de transition entre équipes de protection. Si cette description était exacte, elle indiquerait un niveau de préparation particulièrement préoccupant. Observer les habitudes d'une cible constitue en effet l'un des éléments classiques permettant de comprendre ses vulnérabilités.
Lorsque les horaires deviennent prévisibles, les mouvements répétitifs et les zones temporairement moins surveillées peuvent être identifiés. Autrement dit, l'observation n'aurait pas été simplement passive. Elle aurait pu servir à construire une carte du quotidien. C'est précisément là que la frontière entre obsession et menace devient difficile à tracer. Le document introduit ensuite un homme présenté comme le possible auteur de cette surveillance. Il est décrit comme un ancien professionnel du patrimoine, passionné par l'histoire des résidences royales et progressivement convaincu qu'un secret important était dissimulé sous les propriétés de Windsor. Son expertise lui aurait permis de comprendre d'anciens plans architecturaux, de consulter des archives historiques et d'identifier des structures oubliées depuis plusieurs siècles. Ce profil est central dans la narration, car il explique comment quelqu'un aurait pu découvrir un accès ignoré de la sécurité moderne. Il faut cependant rester extrêmement prudent. Le texte fournit un nom, un âge, une profession et un parcours psychologique précis, mais sans document officiel, acte judiciaire ou communication policière permettant d'établir ces informations. D'un point de vue journalistique, ces éléments doivent donc rester au conditionnel. Ce qui peut être analysé, en revanche, est la logique psychologique décrite. Le récit montre un homme dont l'intérêt pour l'histoire aurait progressivement changé de nature. Au départ, il aurait été question de recherche, de cartes, de documents anciens et d'hypothèses sur l'existence d'un trésor. Puis cette recherche se serait transformée en conviction. Enfin, cette conviction aurait pris une dimension personnelle. Il ne se serait plus contenté de penser qu'un secret existait. Il aurait commencé à croire que d'autres personnes l'empêchaient volontairement d'y accéder. Cette évolution est particulièrement importante. Lorsqu'un individu considère qu'un objectif lui appartient légitimement, tous ceux qui se trouvent entre lui et cet objectif risquent progressivement d'être perçus comme des obstacles plutôt que comme des personnes. Dans le récit, la famille de Gall aurait ainsi cessé d'être simplement la famille occupant Adelaide Cottage. Elle serait devenue, dans l'esprit du suspect, une présence liée à sa propre quête. C'est à ce moment que les enfants eux-mêmes auraient été intégrés à son univers mental. Le document évoque des notes retrouvées dans lesquelles les observations auraient d'abord été neutres et méthodiques. Heure, mouvement, météo, itinéraire, puis le ton aurait progressivement changé. Des commentaires plus personnels seraient apparus, révélant une impression d'intimité avec des personnes qu'il n'avait pourtant jamais rencontrées. Ce phénomène est l'un des aspects les plus inquiétants de certaines formes d'obsession envers des personnalités publiques. La personne observée ignore totalement l'existence de l'observateur. Mais l'observateur, lui, peut avoir l'impression de la connaître parfaitement. Il voit ses déplacements, ses habitudes, ses expressions. Il associe des événements entre eux. Il interprète les gestes. À force, il peut construire une relation unilatérale tellement détaillée qu'elle devient, dans son esprit, presque réelle. Pour la personne ciblée, cette relation n'existe pas. Pour l'obsédé, elle peut devenir centrale. C'est ce déséquilibre qui rend certaines situations difficiles à anticiper. Les systèmes de sécurité sont généralement conçus pour détecter des comportements visibles, une tentative d'intrusion, des menaces explicites, un individu s'approchant trop près ou des communications inquiétantes. Mais une personne capable d'attendre pendant des mois ou des années, sans provoquer d'incident immédiat, représente un type de risque beaucoup plus complexe. Dans le scénario développé par le document,
cette patience aurait été poussée à l'extrême. 2 années signifieraient 2 hivers, 2 périodes de Noël, 2 étés, des dizaines d'anniversaires, de trajets scolaires et de journées ordinaires, pendant lesquelles William et Catherine auraient pu croire que leur famille évoluait dans un environnement étroitement sécurisé. Au-dessus, les enfants grandissaient. En dessous, quelqu'un aurait observé leur quotidien. Cette opposition constitue probablement l'un des éléments narratifs les plus puissants de l'ensemble du texte. Elle transforme chaque souvenir familial en une image à double lecture. Un anniversaire ne serait plus seulement un anniversaire. Une sortie dans le jardin ne serait plus simplement un jeu. Un trajet à travers le domaine ne serait plus uniquement une routine. Chacun de ces moments aurait éventuellement été observé, enregistré, classé et étudié par une personne cachée à quelques mètres de là. Pour Catherine, cette idée aurait représenté une violation extrêmement différente de l'exposition médiatique qu'elle connaît depuis son entrée dans la famille royale. Elle a depuis longtemps accepté que son apparence, ses vêtements, ses déplacements officiels et parfois même ses décisions familiales soient analysés publiquement. Cette exposition fait partie du rôle. Mais accepter les caméras lors d'un engagement officiel n'est pas accepter une présence invisible autour du sommeil de ses enfants. C'est là que le récit décrit une colère beaucoup plus profonde. Non pas une colère institutionnelle, une colère parentale. Le sentiment que la seule frontière qui semblait encore exister, celle de la maison, aurait été franchie sans bruit. William, de son côté, aurait compris que le problème ne pouvait pas être résolu uniquement par des dispositifs techniques. Fermer un tunnel peut empêcher un passage. Installer une caméra peut permettre de détecter une nouvelle intrusion. Ajouter des capteurs peut réduire le risque. Mais aucune technologie ne peut garantir qu'un individu obsédé abandonnera son objectif simplement parce qu'il a perdu un accès. Cette réflexion aurait pris une importance particulière lorsque les enquêteurs auraient constaté que le suspect présumé n'était plus présent dans son domicile. Selon le récit, les autorités auraient retrouvé un logement abandonné précipitamment, ainsi que des recherches concernant d'autres résidences royales, notamment Sandringham et Balmoral. Cette information, si elle était confirmée, changerait encore la nature de l'enquête. Adelaide Cottage ne serait alors plus forcément la destination finale. Elle aurait pu n'être qu'une étape. Le texte suggère ainsi que l'objectif véritable du suspect n'aurait jamais été totalement compris. Cherchait-il uniquement un prétendu trésor historique? Voulait-il pénétrer dans certaines résidences? Souhaitait-il entrer en contact avec la famille? Ou avait-il progressivement développé une intention plus dangereuse? L'incertitude devient alors presque aussi inquiétante que la menace elle-même. Car les services de sécurité savent comment répondre à un objectif identifié. Ils peuvent protéger un lieu contre un vol. Ils peuvent renforcer un itinéraire face à une menace précise. Ils peuvent modifier un programme lorsqu'un risque est clairement défini. Mais lorsqu'un individu passe 2 années à observer une famille sans que personne ne sache exactement ce qu'il compte faire, la prévention devient beaucoup plus complexe. Le récit établit alors un parallèle historique particulièrement lourd. La sécurité royale britannique a été profondément marquée par plusieurs intrusions célèbres, notamment celle de Michael Fagan à Buckingham Palace en 1982. L'affaire avait démontré qu'une succession de barrières ne suffit pas toujours lorsqu'un individu trouve une faille imprévue. Des décennies plus tard, les dispositifs ont considérablement évolué. Mais la logique reste la même. Toute architecture de sécurité possède des angles morts. Dans cette histoire, l'angle mort
ne se situerait pas devant une grille. Il se trouverait sous terre. Pour William, cette découverte pourrait également raviver un héritage plus intime. Toute son enfance a été construite autour d'un rapport difficile entre la famille royale, la presse et les photographes. La mort de Diana a donné à cette question une dimension tragique que son fils ne peut certainement pas ignorer. Établir un lien direct entre ces événements serait excessif. Mais sur le plan émotionnel, le symbole est évident. William aurait précisément cherché à offrir à ses enfants une enfance moins dominée par les objectifs photographiques. Et voilà qu'un homme aurait trouvé le moyen de photographier cette famille, depuis un endroit où personne ne pensait devoir regarder. C'est peut-être cette idée qui explique pourquoi l'affaire, dans le récit, ne s'arrête pas à une simple révision des systèmes de sécurité. Car à mesure que l'enquête avance, une autre conséquence devient évidente. Le problème n'est plus uniquement de savoir si l'homme peut revenir. Le problème est de comprendre ce que les enfants savent désormais. George, Charlotte et Louis ont quitté leur maison en pleine nuit. Ils ont vu les agents de sécurité, ils ont vu l'inquiétude des adultes. Et même si leurs parents ont tenté de filtrer les informations, une question s'est installée dans leur esprit. Qu'y avait-il réellement sous la maison où ils dormaient? À partir de ce moment, les tunnels ne sont plus seulement une affaire de police. Ils deviennent une peur familiale. Et c'est précisément cette peur, bien plus difficile à enfermer derrière une porte sécurisée, qui va désormais déterminer l'avenir d'Adelaide Cottage. Et c'est précisément cette peur, bien plus difficile à enfermer derrière une porte sécurisée, qui va désormais déterminer l'avenir d'Adelaide Cottage. Selon le récit, les jours suivant l'évacuation auraient rapidement montré que les conséquences de l'incident ne se limitèrent pas à une enquête technique ou à un renforcement des dispositifs de protection. Les tunnels pouvaient être inspectés, cartographiés et condamnés. Les accès pouvaient être équipés de capteurs. Les équipes de sécurité pouvaient multiplier les rondes et revoir chaque procédure. Mais une question plus intime demeurait. Comment convaincre 3 enfants que l'endroit qu'ils considéraient comme leur refuge pouvait redevenir exactement le même après une telle découverte? C'est là que l'histoire change encore de nature. Le prince Louis, le plus jeune, aurait réagi avec les outils émotionnels d'un enfant de son âge. Le document raconte qu'il aurait commencé à faire des cauchemars liés à ce qui se trouvait sous le sol. Pour un adulte, un tunnel n'est qu'une structure ancienne. Pour un enfant, il peut devenir autre chose, un espace invisible, inaccessible, peuplé de dangers imaginaires. Lorsque l'évacuation survient au milieu de la nuit, que les parents se montrent inhabituellement sérieux et que des agents armés entourent la maison, l'imagination se charge naturellement de remplir les zones laissées sans explication. Catherine aurait alors tenté de lui rendre le monde à nouveau compréhensible, lui rappeler que le sol n'est que le sol, que la maison n'est pas vivante, que les adultes savent désormais ce qu'ils doivent faire. Mais même les explications les plus rassurantes rencontrent une limite. Elles ne peuvent pas effacer ce qu'un enfant a ressenti. Charlotte, elle, aurait réagi autrement. Le récit affirme qu'elle aurait commencé à vérifier les portes et les fenêtres avant de dormir, puis à les vérifier une seconde fois. Ce geste paraît minuscule. Pourtant, il révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Une tentative de reprendre le contrôle. Lorsque l'environnement semble soudain imprévisible, vérifier une serrure peut devenir une façon de reconstruire une logique. La porte est fermée, la fenêtre est verrouillée. Donc la chambre est protégée. Pour un enfant, ce type de rituel peut momentanément remplacer la certitude qui existait auparavant de manière naturelle.
Catherine aurait observé ce comportement sans immédiatement l'interrompre, comprenant peut-être que Charlotte avait besoin de cette vérification pour apaiser une inquiétude qu'elle ne pouvait pas encore formuler entièrement. Georges, plus âgé, aurait adopté une troisième attitude. Il serait devenu plus silencieux. À 11 ans, il est suffisamment grand pour comprendre qu'une évacuation de nuit ne correspond pas à une aventure improvisée, mais encore trop jeune pour recevoir sans filtre toutes les informations liées à une menace potentielle. Il aurait donc commencé à observer ses parents, à chercher dans leurs expressions les réponses qu'ils ne lui donnaient pas directement. Ce détail est particulièrement intéressant parce qu'il renvoie à une réalité familiale universelle. Les enfants lisent souvent les adultes avant même d'écouter leurs paroles. Un parent peut dire que tout va bien, mais un visage tendu, une conversation interrompue, lorsqu'un enfant entre dans une pièce où l'arrivée inhabituelle d'agents de sécurité peut raconter une histoire différente. Selon le document, Georges aurait finalement demandé à William si l'homme supposé responsable de la surveillance était toujours libre. Une question simple, mais probablement la plus difficile à laquelle son père pouvait être confronté. Que répondre ? Dire non aurait peut-être rassuré momentanément l'enfant, mais aurait signifié mentir si l'enquête n'était pas terminée. Dire oui revenait à demander à un garçon de 11 ans de vivre avec la connaissance qu'une personne ayant éventuellement observé sa famille pendant une longue période pouvait encore se trouver quelque part à l'extérieur. Le récit présente William comme ayant choisi une forme d'honnêteté adaptée à son âge. Ce choix prend une dimension particulière lorsqu'on considère sa propre enfance. William a grandi au sein d'une institution où les informations étaient souvent filtrées, où la distance émotionnelle faisait partie du fonctionnement traditionnel et où les enfants étaient parfois protégés par le silence. Devenu père, il semble avoir cherché un autre modèle. L'idée n'est pas nécessairement de tout dire, mais de ne pas obliger ses enfants à deviner seuls les réalités qui les concernent. Cette volonté aurait été mise à rude épreuve par l'affaire d'Adelaide Cottage. Pendant ce temps, les enquêteurs auraient poursuivi leurs recherches. Selon le récit, le suspect présumé aurait quitté son logement avant l'arrivée des autorités et emporté une partie de ses affaires. Des documents auraient également montré qu'il s'intéressait à d'autres résidences liées à la famille royale. Si un tel élément était confirmé, la question deviendrait beaucoup plus large que celle d'une propriété particulière. Elle obligerait les responsables de la sécurité à examiner non seulement les accès de Windsor, mais aussi les plans historiques d'autres domaines, les anciennes galeries, les structures oubliées, et tout ce qui pourrait théoriquement échapper au système moderne. Mais pour William et Catherine, la question immédiate restait plus personnelle. Fallait-il retourner vivre à Adelaide Cottage ? Sur le papier, la réponse pouvait sembler simple. Renforcer la sécurité, condamner les passages et réintégrer la maison une fois les travaux terminés. Après tout, des résidences royales ont déjà subi des incidents avant d'être réoccupées. Mais une maison n'est pas seulement un ensemble de murs, c'est aussi un ensemble de souvenirs. Selon le document, Catherine aurait parcouru seule les pièces avant de quitter définitivement ou provisoirement les lieux. La cuisine aurait rappelé les repas familiaux et les gâteaux d'anniversaire. Le salon, les soirées passées ensemble, les chambres, les années durant lesquelles Georges, Charlotte et Louis avaient grandi. Rien de tout cela n'avait matériellement disparu. Et pourtant, tout semblait avoir changé. Chaque souvenir pouvait désormais être accompagné d'une seconde pensée. Pendant ce moment précis, quelqu'un se trouvait-il en dessous ? Cette interrogation
suffit à transformer la relation à un lieu. Le problème n'est donc plus seulement la sécurité objective, c'est la sécurité ressentie. Un bâtiment peut devenir statistiquement plus sûr après une crise, tout en devenant émotionnellement impossible à habiter. C'est l'un des paradoxes majeurs de cette histoire. Après les travaux, Adelaide Cottage aurait probablement bénéficié d'un niveau de protection beaucoup plus élevé qu'auparavant. Nouveaux capteurs, surveillance accrue, inspection des sous-sols, contrôle renforcé. Techniquement, le risque aurait diminué. Mais plus les dispositifs deviennent visibles, plus ils rappellent la raison pour laquelle ils ont été installés. La maison choisie précisément parce qu'elle semblait moins institutionnelle risquait alors de devenir exactement ce que William et Catherine avaient recherché à éviter. Une résidence entièrement dominée par la logique sécuritaire. Adelaide Cottage avait représenté une expérience presque philosophique pour le couple. Pouvait-on élever des enfants royaux sans que leur enfance soit entièrement royale? Pouvait-on offrir à un futur roi et à ses frères et sœurs des journées suffisamment ordinaires pour qu'ils comprennent le monde au-delà des palais? Pouvait-on construire une maison familiale à l'intérieur d'une institution qui transforme presque chaque lieu en symbole? Selon la logique du récit, l'incident aurait brutalement remis en cause cette ambition. La famille aurait découvert que la simplicité n'annule pas la vulnérabilité. Une résidence plus petite n'est pas nécessairement une résidence plus privée. Un jardin plus calme n'est pas forcément un jardin moins observé. Et surtout, l'absence apparente de barrières visibles ne signifie pas que les menaces disparaissent. C'est dans ce contexte que le texte établit un parallèle avec Diana. La comparaison est émotionnellement forte, mais doit être maniée avec prudence. Les circonstances n'ont rien d'identique. Pourtant, pour William, la question du regard extérieur possède une charge particulière. Il a grandi en voyant sa mère photographiée presque constamment. Il a connu les conséquences d'une relation extrêmement conflictuelle entre célébrité, sécurité et intrusion. Plus tard, il a voulu protéger ses propres enfants de cette sensation permanente d'être observé. Dans le récit, cette protection aurait pourtant été contournée par un objectif photographique, placé non pas derrière une grille, mais sous leur maison. Le symbole est cruel. William aurait choisi Adelaide Cottage pour éloigner ses enfants d'une partie de la pression associée à la vie royale, et c'est précisément dans cette maison que leur intimité aurait été menacée de la manière la plus invisible. Mais il existe une différence fondamentale entre son enfance et celle de George, Charlotte et Louis. William et Catherine semblent chercher à leur donner davantage d'outils pour comprendre ce qui leur arrive. L'objectif n'est pas de supprimer totalement le danger, ce qui serait impossible. Il est de leur éviter de grandir seuls avec ce danger. C'est peut-être ici que se trouve la véritable conclusion de l'histoire. Les murs peuvent être réparés. Les passages peuvent être scellés. Les caméras peuvent être remplacées. Les protocoles peuvent être réécrits. Mais la confiance familiale ne fonctionne pas comme une infrastructure. Elle se reconstruit lentement, une nuit après l'autre, une conversation après l'autre. Une porte que Charlotte n'aura peut-être plus besoin de vérifier 2 fois. Un cauchemar que Louis finira par ne plus faire. Une question de George à laquelle William pourra un jour répondre sans hésitation. Le récit se termine ainsi, sans véritable résolution. Le suspect présumé resterait introuvable. Adelaide Cottage pourrait ne jamais redevenir le foyer qu'il avait été. Les travaux de sécurité peuvent neutraliser les accès, mais ils ne peuvent effacer la connaissance de leur existence. Et pour William et Catherine, le choix à venir serait alors
profondément humain. Faut-il retourner dans une maison devenue plus sûre, mais chargée de souvenirs douloureux, ou accepter qu'un lieu soigneusement choisi pour représenter une nouvelle façon d'élever leurs enfants appartienne désormais au passé? Finalement, cette histoire n'est pas seulement celle d'une possible intrusion. Elle parle d'une frontière beaucoup plus fragile, celle qui sépare le monde public du monde familial. Pour la plupart des parents, cette frontière commence à la porte de leur maison. Pour William et Catherine, elle a toujours été plus difficile à protéger. Adelaide Cottage devait être l'endroit où cette frontière devenait enfin claire. Selon le récit, la découverte des tunnels aurait détruit cette certitude. Et c'est peut-être la conséquence la plus lourde de toutes. Non pas savoir qu'un passage existait sous leurs pieds, mais comprendre que le sentiment de sécurité qu'ils avaient construit pour leurs enfants pouvait disparaître en une seule nuit. Parce qu'un tunnel peut être fermé, une menace peut être recherchée, une maison peut être reconstruite. Mais une fois qu'un enfant a appris que le danger pouvait se trouver dans un endroit qu'il croyait parfaitement sûr, la vraie reconstruction commence ailleurs, dans sa confiance, dans ses souvenirs et dans la certitude fragile que malgré tout, ses parents pourront encore lui offrir un endroit qu'il pourra appeler chez lui. Au fond, ce récit ne parle pas uniquement de tunnels, de surveillance ou d'une possible faille dans la sécurité royale. Il raconte surtout la fragilité d'un sentiment que chaque famille cherche à préserver. Celui d'être en sécurité chez soi. Pour William et Catherine, Adelaide Cottage représentait bien davantage qu'une résidence. C'était la promesse d'une enfance plus simple pour George, Charlotte et Louis, un espace où la monarchie pouvait, quelques heures par jour, rester derrière la porte. Si cette histoire devait être confirmée, la blessure la plus profonde ne serait peut-être pas l'existence d'un passage souterrain, mais la disparition de cette confiance. Les accès peuvent être condamnés, les caméras renforcées et les protocoles réécrits. Mais les souvenirs, eux, ne se réparent pas aussi facilement. Une maison peut redevenir sûre sans jamais redevenir exactement la même. Et vous, pensez-vous que William et Catherine devraient un jour retourner vivre à Adelaide Cottage ou choisir définitivement un nouveau foyer pour protéger leurs enfants et tourner la page? Partagez votre opinion dans les commentaires. Si vous appréciez nos analyses approfondies sur la famille royale britannique, ses coulisses, ses décisions et les histoires qui entourent la couronne, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications. Votre soutien nous permet de continuer à décrypter chaque nouvelle affaire avec recul, contexte et analyse. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle enquête.